Ben Lala. Salut tout le monde, bienvenue à ce 4e épisode de la 3e saison de Ben Lala. Ben Lala. Et ce que je te propose aujourd'hui, 3 de nos chroniqueurs. Ben Lala. Ben Lala. Alors on va débuter avec JP qui va nous parler de sport. Par la suite, nous aurons la carte blanche de P.O. Doucet et finalement, Clovis vient nous parler de politique. Alors on vous souhaite un très bon épisode. Hey, le gérant d'estrade, lui, il connaît ça. Foot, basket, e-sports. E-sports, c'est un sport, ça. Ben oui. Parce que les Cougars, c'est pas juste du football. JP nous parle de sport. Alors, bienvenue, JP, pour ta première chronique. Absolument. Je suis content de te recevoir. De quoi tu veux qu'on parle cette semaine? Ben écoute, l'idéal, ce serait de parler de nos athlètes, ce qu'ils vivent présentement. Comment ça va avec la COVID? Parce que c'est une réalité qui touche beaucoup nos jeunes athlètes. Ben, parlons-en un petit peu, là, parce que, dans le fond, l'année passée, c'est quasiment rien produit. Comment nos équipes, premièrement, se situent actuellement? Ben écoute, dans un premier temps, effectivement, l'an passé, nous avons eu seulement qu'une partie de football pour prendre à l'automne une partie contre Jonquière et un tournoi de volleyball puis qui s'est résumé en 1, 2, 3 aussi contre Jonquière en volleyball. C'est tout ce que nous avons eu comme activité. Donc là, les impacts cette année sur nos équipes et sur nos joueurs, ça se trouve être quoi? Ben, les impacts sur l'équipe, ils sont majeurs. Parce que, compte tenu que l'an passé, ou v'là 2 ans en réalité, parce que ça fait déjà 18 mois, la COVID, c'est qu'on avait une équipe qui était un peu plus à maturité. Pour faire un comparatif, Benoît, c'est que nos jeunes commencent ici 16, 17, 18 ans, 19, 20 au plus s'en vont à l'université ou quelque chose du genre. Fait qu'on construit une équipe sur 3 ans, un peu comme le junior majeur au hockey. C'est le même principe. Après 3 ans, la plupart des jeunes qui sont des vétérans, là où notre équipe est à maturité, qui compose plus de la moitié de l'équipe de vétérans, ben là, ils quittent pour aller à l'université ou aller au travail ou peu importe. Alors, c'est certain que nous, dans le processus, nous avions des équipes à maturité, tant au volleyball qu'au basket, qu'au football, pour l'an passé. Mais ça ne s'est pas produit. Fait que là, cette année, on se ramasse avec des équipes qui ont plus de jeunes, moins de vétérans. Le vrai terme du sport, c'est en reconstruction. Reconstruction. Exactement. C'est bon. Donc, pour le football, pour prendre un exemple, au football, on a à peu près 12 vétérans, quand normalement, on devrait avoir 25, 26, 28 vétérans. Fait que là, dans le fond, ça, c'est pas juste type pour le cégep de Chicoutimi, c'est le même dans tous les collèges. C'est le même comme dans tous les collèges. Cependant, est-ce que la pandémie, nous étions tous et toutes les collèges... est-ce qu'on était tous à la même place? Ça, c'est l'autre dossier. Il y en a des équipes qui étaient, pendant la pandémie, qui étaient très, très jeunes. Ils recommençaient leur cycle de 3 ans, puis qui là, sont à maturité cette année. Mais nous, le cycle était terminé, il finissait. À ce moment-là, quand tu parles de cycle de construction, là, est-ce que c'est comme ça dans tous les sports qu'on a ici au cégep? Absolument. Dans tous les sports, c'est le même principe. Compte tenu qu'on a une clientèle qui... Écoute, Benoît, il y a toi puis moi qui vieillit au cégep. Nos jeunes ne vieillissent jamais. C'est vrai. Ils ont tout le temps 16 puis 20 ans. C'est vrai. Fait que eux sont ici 2 ans, s'ils sont en sciences, un prix universitaire, ou 3 ans en technique, des fois 4 ans. Fait que c'est là-dedans qu'on joue. Donc là, l'état de nos jeunes, là, de nos athlètes, là, parce que là, tu me parles, entre autres, de nos 12 vétérans qui sont là. Ouais. C'est quoi leur état d'esprit? Puis c'est quoi l'état d'esprit de nos jeunes qui arrivent, qui n'ont jamais vécu cette dynamique-là d'équipe au niveau collégial? Bien, il y a plusieurs choses qui se sont produites aussi. C'est que pendant le pré-camp, par exemple, on a des vétérans qui n'étaient pas venus à l'école l'année d'avant. Bien, ils étaient là, mais ils étaient comme en web, là, ou... de la maison, puis ils ont décidé de ne plus revenir. Fait que ça, ils ont décidé d'aller soit dans un autre cégep, s'ils étaient des gens de Québec, de l'Abitibi, peu importe, de rester chez eux pour finir leur dernière année. Alors ça a créé quand même une perte de qualité, une perte de vétérans qui pouvaient rester avec nous, qui ont fait un choix autre. C'est correct. Pour ce qui est des jeunes qui arrivent, eux, c'est une incertitude. Parce qu'ils vivent vraiment quelque chose où ils n'ont pas vécu leur dernière année de sport au secondaire. Ça n'a pas été possible de le faire non plus. Puis là, ils arrivent, tu pars du secondaire, puis tu arrives au collégial, où, tu le sais, un jeune de 16 ans, puis un jeune de 20 ans, ben on parle d'un jeune adulte avec un adulte un peu plus
en tout cas, un peu plus vieux, là, 4 ans de différence dans ces sports-là, ça paraît beaucoup. Même chose qu'au hockey, là. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes, comment est-ce qu'on dit ça un peu, là? Les jeunes sont un peu fébriles, mais en même temps inquiets. Ils ont comme un écart avec le cycle de vie normal, dans le fond, pour C'est ça. l'évolution de l'athlète. Oui, tu as très bien compris ce que je veux dire. C'est exactement ça. C'est que l'écart, au lieu d'être de 2 ans ou 3 ans, mais il tombe comme de 4 ou 5 ans. OK. C'est un peu particulier. Donc ça, est-ce que ça ralentit la progression de l'athlète? Parce que lui, il doit quand même s'entraîner. Il y a une préparation personnelle, à mon avis. Là, peu importe le sport, il doit quand même faire un effort. Puis après ça, il y a tout le collectif qui rentre en ligne de compte. Est-ce que lui, l'athlète, est-ce qu'il arrive qu'il est moins niveau ou y a-t-il du rattrapage à faire? Oui, il y a du rattrapage à faire. Puis là, la problématique, elle est là, c'est que souvent, les jeunes veulent être déjà au niveau où ils devraient être. Alors, ils prennent les bouchées doubles, les bouchées triples. Ça crée de l'angoisse, ça crée de l'incertitude, ça crée des mauvais sentiments. Puis là, ben, le risque de blessure augmente, tout ça. Fait que il faut que les entraîneurs gèrent ça. C'est ce qu'ils font. Ils le font très bien. Mais chez nos jeunes, ça crée ce sentiment-là. Est-ce que tu remarques qu'il y a plus d'anxiété associée à la performance du sport? Oui, beaucoup plus. Puis est-ce qu'on soutient, nous autres, nos jeunes dans cette démarche-là? Absolument. Absolument. Au cégep de Chicoutimi, on a le service psychosocial qui est là puis qui sont présents avec nos équipes. Chaque équipe on a présentement 4 personnes en psychosocial chez nous. Alors, puis sont très, très, très présentes auprès des équipes. Parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, là, on entend souvent parler de la performance, la pression qui est associée à la performance. Est-ce que l'esprit de nos joueurs, peu importe la discipline, est-ce que c'est un esprit de compétition ou un esprit, je ne sais pas moi, de collaboration, de convivialité, de collégialité? Tu comprends ce que je veux dire, tu sais, entre la performance puis le plaisir d'exercer un sport de performance? Il y a comme une nuance pour moi. Ce que je te dirais, tu as raison, mais ce que je te dirais, c'est que la D1, D2 et D3, trois choses bien différentes. En D2, on a beaucoup de D2 ici, en basket, en volley, c'est beaucoup plus compétitif. Okay. Je t'avoue que c'est beaucoup plus compétitif, puis tu veux être vraiment là, comme notre équipe de football qui est de la D3, mais c'est provincial. Alors, ça demande beaucoup plus. En D3, qui est un peu une ligue intéressante où les jeunes peuvent relaxer un peu, avoir moins de pression, si on veut, parce que c'est une ligue d'amusement aussi. Mais on le sait, là, moi, je joue au hockey là, comme bonhomme. Là, j'embarque sa glace, je veux gagner. Je veux pas perdre. Mais avant, tu sais, quand quelqu'un passe à côté de toi, aujourd'hui, on lui dit, ben vas-y, puis bonne chance. Là. Avant, on aurait tout fait pour l'arrêter. Okay. Mais là, c'est différent. Tu sais, la Détroit, c'est un peu plus ça. Okay. Je te dis, c'est loin d'être une ligue de garage. C'est une belle ligue organisée, même sur le plan avec des équipes de Québec, des équipes de Montréal aussi, dans certains sports. Mais la performance, le niveau de performance est moins là parce que les jeunes comprennent c'est quoi de la D3, mais en D2 et D1, tout de même, c'est beaucoup plus relevé. Mais est-ce que, parce qu'on entend beaucoup parler justement soit d'anxiété de performance, de stress de performance, est-ce que, ou du surentraînement, est-ce que la culture de la performance est trop importante selon toi dans le sport aujourd'hui, notamment dans le sport étudiant? Je dirais qu'elle a changé, beaucoup changé avec le sport étudiant. Parce que le message qui est véhiculé, la philosophie du sport étudiant n'est plus celle-là. Okay. C'est du sport en milieu d'éducation, donc c'est les études avant tout. Après ça, tu fais du sport. Pour certains, c'est génial parce que pour les accrocher ici, qui restent en classe, il faut qu'ils réussissent leur cours. Fait que pour eux, c'est comme une porte de sortie, contrairement aux jeunes qui adorent l'école. Il y en a qui adorent l'école, mais il y en a aussi qui aiment l'école, mais c'est pas leur priorité. Y a-t-il une différence entre l'athlète masculin et l'athlète féminine dans ce contexte-là d'études? Là? Est-ce que tu vois une différence entre les deux? Ben, je te dirais que c'est pas le masculin comme le féminin. Je te dirais que ça va avec certains sports. Je te donne un exemple. On le sait que le basketball masculin est un peu plus... c'est plus bum, plus gars de rue, là, un peu plus ça. On le voit aussi dans leur habillement, sont un peu plus explosés. Puis c'est bien, c'est très bien. Fait que des fois, c'est un peu plus difficile académiquement parlant. OK. Puis pas pour tous, mais pour quelques-uns, comme en football. Mais une équipe de football, c'est 60 joueurs. C'est certain que sur 60 gars,
T'en as qui veulent vraiment faire du football. T'en as d'autres qui veulent vraiment réussir leurs études. T'en as un peu des mix des deux. Puis t'en as que ça change au fur et à mesure que ça avance. Ah, j'étais ici pour un deck. Finalement, ben, à la fin de ma saison de football, j'ai décidé que le cégep, c'était pas pour moi. Je m'en vais faire un DEP. OK. Puis il y en a d'autres qui sont accrochés. Hein? Je pensais pas que j'allais réussir au cégep. J'ai des belles réussites, j'aime bien. Fait que, est-ce qu'il y a une différence chez les gars, chez les sports? Je te dirais que les filles ont un taux de réussite dans le milieu du sport qui est plus élevé que celui des gars. Cependant, en général, dans tous nos sports confondus, le taux de réussite des sportifs est plus élevé que celui de l'étudiant régulier. OK. Donc là, toute la notion, je présume, d'objectif que tu t'établis, toute la notion de la gestion de vie personnelle aussi, parce qu'on ne se le cachera pas, là, qu'un étudiant athlète doit avoir un horaire, doit avoir des moments d'entraînement, il doit planifier ses affaires. Ça lui demande beaucoup plus d'organisation, tandis qu'un étudiant normal, quand je dis normal, là... On s'entend, là. Oui. C'est pas partie d'une équipe sportive ou d'improvisation ou de théâtre ou qui n'est pas impliqué. Exactement. Puis lui, ben, dans le fond, il va travailler, il va avoir une vie sociable, son organisation va être différente, elle va être un peu plus, en fait, moins associée à une performance, quoique l'étudiant qui travaille il doit quand même livrer une performance dans son milieu de travail, mais c'est pas la même chose. Absolument, c'est différent, mais tu as beaucoup d'étudiants, étudiantes, athlètes qui travaillent, qui ont une vie sociale, qui ont leur entraînement, qui ont leur match, Ils leur week-end. sont capables de tout faire ça? Puis ils joignent tout ça. OK. Oui. OK. Donc, C'est une ça demande d'être structuré, ça demande d'être vraiment là, ça accroche, comme on dit, comme les jeunes disent. ben là, écoute, il va falloir que tu nous en apportes un d'ici la fin de la session. Il n'y a pas de souci avec ça. Pour qu'on jase avec ça. Écoute, Jean-Pierre, j'irai avec une dernière question, Oui. dans le fond, en lien avec ce que tu as parlé aujourd'hui. Tu parlais de l'écart, justement, causé à cause de la COVID, ainsi de suite. J'aimerais avoir un peu ton opinion sur, en fin de semaine, il y avait le match des Carabins contre l'Université Laval. Et là, les analystes disaient, entre autres, puis ils parlaient que, justement, cet écart-là de cette année-là qui a pas eu de compétition, du moins que ça a été plus difficile, ça a créé un écart et c'est en train de brasser les cartes. Ouais. Et là, ils s'aperçoivent qu'au classement, justement, ça ne sera pas nécessairement une finale Laval-Carabin, ça va être possiblement, on voit Sherbrooke arriver, donc sur le plan, pour ceux qui ne savent pas, je parle de football universitaire. J'aimerais ça savoir, c'est quoi ta lecture, toi, actuellement, de ce qui se passe dans le milieu, justement, au niveau du football universitaire, parce que dans nos étudiants, dans ceux qui nous écoutent, c'est sûr qu'il y en a assurément qui ont le goût d'aller plus loin dans leur sport à l'université. Donc j'aimerais avoir ta lecture et ta prévision peut-être sur les prochaines semaines de football. Ben écoute, je crois que oui, pour prendre notre ligue, la ligue du RSEQ aussi, parce qu'elle fait partie du RSEQ, la ligue universitaire, effectivement, ça a créé une parité qui est beaucoup plus importante. Puis tant mieux. Tant mieux, parce qu'on voyait beaucoup de jeunes qui voulaient aller juste jouer à Laval, parce que Laval gagnait tout le temps, puis on veut aller à Laval. Puis il allait à Laval, puis des fois, ils ne jouaient même pas. Là, ça ouvre la place. Les autres équipes ont de la place, puis ils sont en train de montrer que leur niveau de jeu a explosé. Il est plus grand aussi. Puis l'année COVID a fait qu'il y a beaucoup de jeunes. Après un an de ce niveau-là, tu ne peux pas recommencer si tu n'as pas continué. Fait que ça a fait que le niveau s'est établi un peu plus dans toutes les équipes. Là, est devenu plus, je dirais, ça s'est rapproché un de l'autre. Je voyais justement, nous autres, on avait Jimmy Joubert qui a fait un beau toucher pour Sherbrooke contre Laval. C'est un de nos jeunes qui était ici, au cégep de Chicoutimi. Alors, il y en a plusieurs de même. Puis, au lieu d'aller juste à Laval, mais là, il y a Sherbrooke, il y a Bishop, Montréal. Mais Montréal a toujours été quand même un peu là aussi. Mais tous les autres programmes universitaires deviennent intéressants pour nos jeunes. Bien, c'est bon, ça. C'est parce qu'elle veut pas. Puis, tu sais, sur le plan de l'évolution, là, parce qu'il fut un temps où ce que le football, tu sais, là, ça fait partie un peu de notre quotidien, on en entend parler. De plus en plus, effectivement, oui. Mais, oui. tu sais, moi, je me souviens quand j'étais au secondaire, moi, je m'intéressais au football, mais, tu sais, il n'y avait pas de ligue organisée dans ces années-là. Là, je parle des années 90, là. Je sais, j'ai de l'air d'un has-been, mais dans ces années-là, il n'y en avait pas. Et je me vois encore dans un de mes travaux en anglais, supervisé par ma professeure, envoyer une lettre
aux Argonauts de Toronto puis dire écoutez, j'aimerais ça que vous m'envoyiez de l'information sur le football, ainsi de suite. Et j'ai reçu justement des articles promotionnels du club de football à ce moment-là parce qu'il n'y avait rien ici localement. Et là, je vois ça aujourd'hui évoluer. Et là, il ne faut pas oublier que fut un temps, le football américain, c'était très américain. C'est jeune au Québec. T'as au entièrement Canada. raison, t'as entièrement raison. Puis, on a vu aussi le football progresser avec les succès des Alouettes. Fait que là, si les C'est Alouettes se remettent à performer, ben, je pense que ça va être bon pour le football aussi. Là, le fait que le Canadien de Montréal ait été en série cette année, on risque de voir de plus en plus de jeunes joueurs de hockey. C'est toujours la même affaire. T'sais. Bon, ben là, tu me parles de hockey, j'ai pas le choix de te poser la question. À quand le jour où on va avoir une équipe de hockey collégiale au cégep de Chicoutimi? Ben écoute, on l'a essayé. Ça fait, moi, dans mes 18 dernières années au sport, on a fait la demande pour avoir une équipe féminine. Il y a déjà tout près de 7, 8, 10 ans peut-être, quand le réseau collégial a parti des équipes. Et là, pas plus de 2 ans ou 3 ans, on a fait une demande pour rejoindre la Ligue collégiale aussi, ce qui nous a été refusé à cause des bassins de joueurs. OK. Pour l'instant, nous, il y a une équipe collégiale de Division 1 à Alma et le bassin est un peu comme protégé. C'est Hockey Québec et le RSEQ qui protègent un peu les bassins dans ce sens-là. C'est une bonne chose? Je crois que oui. Mais ça prend une volonté du cégep aussi. Là, il y a une ligue des deux en hockey qui est provinciale un peu aussi, qui est très intéressante, mais c'est beaucoup de sous aussi. C'est sûr. C'est énormément de sous. Les équipes de sport, ça coûte cher. Ça rapporte beaucoup. Beaucoup de jeunes qui viennent pour faire du sport chez nous en tant qu'étudiants. Beaucoup de publicité aussi, parce qu'on voit souvent dans les journaux par rapport au Cougar, par rapport au football, par rapport au hockey pour ce qui est de l'équipe d'Alma. C'est pas quelque chose qu'on est capable de compter. Mais on ne sait jamais qu'est-ce qui arrive. Ça dépend de la volonté, de notre direction. Ça dépend aussi d'un paquet de facteurs. Oui, puis tu sais, le nerf de la guerre, on ne se le cachera pas là-dedans. Là, je pense que tu as mis le doigt sur 2 choses importantes. Tu me corrigeras si je me trompe. Le bassin de joueurs, effectivement, pas dilué, oui. Mais aussi la vision de développement de ces ligues-là aussi, parce que, veux pas, quand tu fermes le bassin, il y a moins de joueurs qui se développent, puis il y a moins de joueurs qui peuvent arriver, mais il y a ce volet-là. Puis le deuxième aspect, qui est le volet financier, ça coûte du cash. Donc, c'est une machine à dépenser. Donc là, est-ce que l'argent qu'on met là-dedans, est-ce qu'avant que ça se rentabilise, ainsi de suite, puis aussi, faut pas on se le cachera pas, ici au Cégep, on a beaucoup de joueurs des Saguenayens aussi, oui, donc on est impliqué dans leur développement. Donc, oui, là, puis ce qu'on a, Benoît, il faut regarder, souvent, comme je regarde à Alma, qu'est-ce qu'il y a comme sport à Alma d'élite? Bon, puis j'ai rien contre Alma, ça n'a rien à voir. Je fais juste regarder l'ensemble. Nous, ici, on a les Saguenayens dans notre cours. Mm-hmm. On a le Midget 3A, avec les élites Midget 3A. Nous avons également le semi-professionnel qui joue dans les murs à Saguenay. Tu sais, tu as déjà plusieurs équipes dont les commanditaires, les partenaires financiers vont se joindre à ces équipes-là, déjà qui sont déjà avec eux. Fait que c'est difficile pour une autre équipe aller chercher. Puis notre pyramide, elle n'est pas là. S'il y avait une équipe universitaire à l'Université du Québec, en hockey, ben ça pourrait peut-être aider le développement encore plus. Je suis d'accord. En bas. Donc là, je tiens à rassurer les gens d'Alma. On n'a pas l'intention de compétitionner nos amis d'Alma. Au contraire, on respecte l'offre régionale dans les sports. Écoute, JP, merci d'avoir pris le temps d'être venu me voir aujourd'hui dans le podcast. On va se revoir dans les prochaines semaines parce que là, il y a des résultats. Il y a un match en fin de semaine. Oui. Donc là, sur le plan du la football. Pocatière est à Chicoutimi en fin de semaine à 13h. On a ouvert le site justement ce matin pour la vente des billets. OK, donc je présume qu'il n'en reste plus parce que... Ça part assez vite. On est limité à 400 aussi. Donc, effectivement, mais moi j'attends encore mes billets que je vais payer. Mais écoute, un jour. Non, il n'y a pas de problème. Puis aussi peut-être juste expliquer en terminant, parce que là on a parlé beaucoup de football. Il y a aussi les joueurs de soccer qui sont en activité. Il y a le cross-country aussi qui est actuellement en activité. Donc, ils ont eu une compétition en fin de semaine aussi. Le soccer ont déjà 2 matchs de fait aussi. Le football, ils ont 3 matchs de fait. Effectivement, c'est des sports d'automne, donc ça commence assez rapidement. Contrairement au basket, volley, cheerleading, où c'est des sports qui vont commencer plus vers la fin octobre. Donc là, on va parler un peu plus de ces sports-là dans les prochaines chroniques. Après ça va être les autres sports qui vont embarquer. Absolument. Donc, écoute, merci beaucoup. Puis je vais aussi avoir une demande spéciale pour toi, JP, d'ici la fin de nos séances de chronique. D'abord, c'est pas une chanson. Non, c'est pas une chanson. Est-ce que
tu as entendu parler de la série sur Netflix Perdant? Oui. Est-ce que tu as écouté ça? Pas du tout. Donc Pas là, encore. je te lance le défi, puis je te mets pas de délai parce que je sais que tu es un gars extrêmement occupé, mais d'ici la fin de la saison, donc il te reste encore à peu près une douzaine de semaines, j'aimerais ça que, en tout cas, si tu écoutes un ou deux épisodes, qu'on puisse en parler, parce que moi, j'en ai déjà parlé dans mes chroniques radio à CKJ, puis j'en ai parlé à des amis, et je trouve ça vraiment intéressant de ce type de série-là, et j'aimerais ça qu'on l'aborde ensemble sur l'aspect de nos joueurs étudiants. Je te promets que je vais en écouter, c'est certain. C'est Perdant, bon. je retiens ça. Perdant sur Netflix, donc pour nos auditeurs, si vous voulez aller voir ça, Perdant sur Netflix, c'est vraiment génial. C'est des épisodes de 20 à 30 minutes maximum. C'est bien fait, ça fait voir l'autre côté de la médaille que juste de dire, OK, on valorise le succès, on valorise la victoire. Dans ce type de série-là, on parle de qu'est-ce qui se passe quand tu perds, et de quelle façon qu'on peut réinvestir ça. Comme on apprend là-dedans, oui. Exactement. Puis tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est que la culture de la victoire, on est habitué à ça, mais la culture de la défaite, comment est-ce qu'on peut amener ça? Parce que souvent, il y a des plus belles histoires que des vainqueurs dans la défaite. Je vais l'écouter, c'est certain. On va en discuter, c'est certain aussi. Mais tu sais que les gens associent aussi le financement à la victoire. Ah oui, ça, c'est sûr. Fait que malheureusement, ça fait partie de la vie. Il faut suivre le cash. Oui, c'est ça. La ligne du financement, c'est là où tu vois les opportunités souvent. Mais tu as raison, le cash vient avec. Mais tu vas voir dans la série, il y en a qui ont fait beaucoup d'argent avec la défaite. Okay. Mais ça, je t'en dis pas plus pour l'instant. Ah, c'est bon, je regarde ça. Donc, merci JP, on se reparle. Merci à toi, bye-bye. Ciao. Le seul chroniqueur qui a la carte blanche. Carte blanche. Avec PO, on s'ennuie jamais. T'es mieux d'être intéressant parce que là, là, ta carte blanche. Voici la carte de PO Succès. Alors, pour sa première chronique officielle, j'accueille PO. Comment ça va, PO? Ben, ça va super bien, toi de même, Ben? Écoute, j'avais hâte de t'entendre parce que un des éléments qui a fait l'actualité cette semaine, outre les élections, c'est la sortie de Jonathan Drouin. Et quand tu m'as dit c'est de ça que je veux te parler, je me suis dit, OK, j'ai hâte de l'entendre par rapport à ça. Oui, parce que pour les gens qui ont peut-être manqué un peu d'actualité sportive, la dernière saison, Jonathan Drouin a quitté l'entourage du Canadien pour des problèmes personnels. On pensait à des problèmes d'ordre mental, donc devait prendre un break du hockey, une pause du hockey. Et c'est la première fois d'ailleurs que Jonathan Drouin s'ouvrait en entrevue. Il le fait, bien sûr, c'est l'entrevue que j'ai écoutée avec Chantal Maccabé de RDS, qu'on sait qui est une journaliste sportive depuis des années, qui est, écoute, je pense qu'elle n'a plus besoin de présentation, là, elle est chevronnée. Chantal a fait de superbes entrevues, puis j'ai adoré l'entrevue qu'il a donnée à Chantal. Je sais qu'il en a fait une avec Renaud Lavoie de TVA Sport également, où Jonathan Drouin, je pense que c'est la première fois qu'un joueur de hockey actuel s'ouvre autant sur son état mental. Peut-être Robin Lehner en avait déjà parlé, le gardien des Golden Knights de Vegas, que il était passé par la rehab, comment on dit ça en français, la désintox. Il était passé par là, il y avait des problèmes bipolaires, tout ça, mais un joueur du Canadien qui prend une pause comme ça, qui revient, machine à rumeur, tout en bas. Le gars, finalement, a brisé la glace. Il nous a mentionné qu'il avait des troubles d'anxiété, finalement, Jonathan Drouin. Mais ça, c'est quand même particulier parce que les gens n'ont pas conscience de la pression que ces joueurs-là, surtout les joueurs québécois, on parle de la culture du Canadien de Montréal. C'est d'ailleurs une des marques de commerce qui a le plus de valeur sur le plan sportif. Je ne sais pas si tu le savais. Oui, avec les Rangers, avec les Maple Leafs de Toronto, c'est une des marques incroyables, les Cowboys de Dallas dans la NFL, mais exact. Oui, dans la NHL, c'est dans le top 3. Oui. Exact. Puis cette marque-là est tellement forte, puis elle est tellement implantée, notamment au Québec, que ça a une influence sur monsieur, madame, tout le monde. Puis ça, c'est pas juste les amateurs de sport qui suivent le Canadien. Ça fait le hockey. Fait tellement partie de notre culture et que dans le fond, ça l'enflamme des émotions. Faisons juste regarder ce qui s'est passé avec les dernières séries. Oui. Au début, on a commencé par les Fafans. Tout le monde parlait de arrêtez de vous énerver, ils passeront pas à deuxième, ainsi de suite. Mais là, finalement, ça a été tellement spectaculaire. Puis au Québec, ça l'a fait du bien au Québec. Mais, hein. Et là, Jonathan Drouin,
Dans le fond, il a comme été éclipsé un petit peu par le succès du Canadien. Le fait que, ça ressort comme ça, qui ose parler de l'anxiété, qui est un sujet qui est quand même, tu sais, c'est nouveau là, dans les médias. Là. Oh, oui, vraiment. Vraiment. C'est pas un sujet qu'on est habitué de parler. Hein. Et c'est pas un sujet, je pense, que les personnalités publiques sont habituées de parler. Pour te donner un exemple, où je travaillais avant, on avait Belle Cause pour la cause, puis j'en ai parlé en ondes, puis je sais que mon ancien collègue Alex Tremblay le fait. Il y a plusieurs animateurs qui étaient chez Bell Media qui ont partagé des moments où, pour X raisons, ont dû se faire suivre en psy. Moi, ça a été mon cas pendant 2 ans. J'ai adoré, d'ailleurs, je le conseille à tous les garçons. Je sais que des fois, on fait comme OK, là, non, je suis correct, puis avec mes chums, je suis correct, mais des fois, c'est dans la boîte que ça se passe, là. C'est dans le cerveau que ça se passe. Il faut comprendre des fois un peu nos réactions, puis c'est pas évident des fois de l'accepter, puis c'est ce que j'ai aimé de Jonathan Drouin. Il l'a mentionné, lui, que c'est là depuis toujours, mais il savait pas trop c'était quoi. Comment dealer avec ça? Écoute, le gars dormait pas pendant 3 jours, puis il allait jouer un back-to-back, là, c'est 2 games de suite à Calgary. Le gars avait pas dormi, puis nous autres, on se disait, mais où est Jonathan Drouin? Mais le gas dormait pas, le gars était anxieux, le gars filait pas. Donc, c'est sûr et certain que ses performances en allant vers le bas, ça aidait pas non plus à son anxiété. C'est un amoureux du hockey, un gars qui a toujours aimé le hockey, donc tu y enlèves aussi cette partie-là. Il a avoué justement dans cette entrevue-là qu'il continuait à suivre le Canadien, qu'il sentait qu'il faisait partie de l'équipe, même si Drouin ne s'est pas rendu justement à la finale de la Coupe Stanley avec les gars. Mais il a toujours gardé sa passion pour le hockey. Puis des fois, j'entendais des commentaires, puis c'est drôle, j'en jasais cet été. Puis il y a des gens qui disaient « Ouais, mais tu sais, il joue au hockey. » Oui, c'est vrai, c'est jouer au hockey, ta job, mais c'est la performance, c'est le regard des autres. Puis souvent, l'anxiété, le regard des autres, ça peut jouer beaucoup là-dessus. Mais la notion de jouer au hockey, tu sais, là, rendu là, c'est plus jouer au hockey. Non, c'est ça. C'est ta job, c'est ton quotidien, tu t'entraînes, ta vie tourne alentour du sport. Il n'y a personne qui fait un métier soit d'un loisir, ou comme par exemple les chanteurs, tu sais. Il fait juste chanter. Ouais, t'as peu, là. T'as peu. C'est toute la préparation, tout ce qui vient avec. Pour en faire un métier, pour gagner, tu dois te dépasser, et ainsi de suite. Donc, c'est la même chose pour les joueurs de hockey. Moi, personnellement, j'ai un respect pour ces gens-là parce que ils ont, aujourd'hui, là, c'est comme les politiciens. Hein. Ils ont autant géré les réseaux sociaux, les commentaires de ceux qui sont pas respectueux de la situation. Puis tu sais, à cette heure, là, les gens vont lâcher leur fièvre. Je sais pas trop comment le dire. Le fiel, exactement. Ils vont s'exprimer sans tabou, sans... tu sais, comme là, nous autres, on se parle, on est chanceux, on a un plexiglas, on a quelque chose qui nous arrête, mais tu sais, eux autres, ils s'en vont sur les réseaux sociaux puis ils débâtissent. Puis là, en plus, quand c'est un Québécois qui joue pour le Canadien, c'est encore pire, parce que là, ils comprennent le français. Hein? Oui, c'est ça. Tu sais, quand ils jouent en anglais puis qu'ils se préoccupent pas trop, tu sais, que c'est un anglophone qui se préoccupe pas trop des commentaires en français, tu sais, ils s'en foutent, là, tu sais, ils sont pas capables de le comprendre. Ouais, puis oublie pas qu'il y a 2 chaînes de télé spécialisées qui roulent à l'année qui vont parler du Canadien. Tu as des radios sportives, tu as des sites alternatifs, tu as des journaux qui parlent de ça. Et des radios aussi, là, comme je le disais, là, je veux dire, à Montréal, tu as le 98.5 qui va parler du Canadien qui est diffuseur. Tu as 91.9 Sport. Il parle de tous les sports, mais on s'entend que, puis j'ai été en radio assez longtemps, que le sport qui intéresse... Je pense pas que le Québécois moyen est un fan de sport. C'est surtout un fan du Canadien de Montréal. Tout tourne autour du Canadien de Montréal. Écoute, même l'été, on commence un bulletin sportif avec une mini-nouvelle sur le Canadien de Montréal. Exact. À moins qu'une Leilani Fernandez se rende en finale du US Open, à moins que les Blue Jays ont gagné 26-1. OK, peut-être, mais... Je te dirais, aujourd'hui, j'ai juste regardé mon téléphone, puis on parlait des tests physiques du Canadien, des tests de santé du Canadien. On nous dit, quel joueur va être invité au camp? Tout ça, tu sors de chez vous, puis les gars, ils disent, ah non, on se préoccupe pas de ça. C'est impossible qu'ils soient pas un tantinet infecté par ça. Tu sais, ça parle de toi partout. Tu as toujours quelqu'un qui va dire, ouais, ils ont dit ça là, à la radio. Là. Ouais, ils ont écrit ça, eux autres, dans les coulisses, puis RDS, puis TVA Sport. Fait que c'est sûr que pour les joueurs de hockey, ils sont bombardés d'informations, de critiques
En plus de tous les critiqueux de salon que tu as décrits, là, puis je me souviens d'un chroniqueur que tu dois connaître, là, Stéphane Gendron, qui a été chroniqueur politique bien des shots, Oui. jasait bien des choses, puis disait souvent les égouts sociaux. J'aimais ça, moi. Les égouts sociaux. Ouais, parce que oui, ça a du monde, les réseaux sociaux, on le sait. Mais des fois, ça se transforme en égouts sociaux où ce que les gens font juste, justement, déverser leur fiel en commentant des choses que jamais en 100 ans, ils croiseraient Drouin dans le cégep, fort possiblement, où ce qu'on enregistre en ce moment, puis demanderait une signature à Joe Drew. Mais 20 minutes plus tard, il traînerait dans la boîte de ses réseaux sociaux en se disant « Il n'est pas capable de la mettre dedans. » C'est vrai, ça. C'est ça. Écoute, tu viens tellement de mettre le doigt dessus, je pense, parce que, tu sais, il y a un peu ce double visage-là, où ce que, justement, les gens vont écrire un commentaire, puis là, ils le voient en face, puis les gens réagissent de façon différente. Ça, c'est plate. Revenons sur l'anxiété. Oui. Parce que t'en as parlé, tu dis, bon, OK, c'est l'objet un peu de sa situation. Toi, l'anxiété, c'est un sujet que tu connais un peu? Ben, un peu. Bon, à un bon moment donné, je pensais que c'est ce que je faisais, mais bon, heureusement ou malheureusement, bon, pour les gens qui me suivaient, c'était pas ça. Mais je te dirais que l'anxiété, c'est la peur d'avoir peur. Hein. Puis, tu sais, les gens, c'est un message intérieur qui revient tout le temps, puis ça va bien, mais comment se fait que ça va pas mal, puis oups, là, j'ai peur de telle situation. Mais là, la peur va être encore plus amplifiée, puis c'est des gens qui souvent vont prévoir beaucoup à l'avance. Hein. On va être beaucoup dans le futur, puis c'est ce qui va se passer si je coule mon examen, qu'est-ce qui va se passer dans ça. Puis ça amène souvent le problème d'insomnie, ce que Jonathan Drouin souffrait. Donc, souvent, ça va amener ce problème-là. Donc, les gens, bien sûr, quand tu te couches la nuit puis tu penses à tes examens du lendemain, que tu penses à ta job du lendemain, qu'il faut que tu ailles à faire toiletter le chien, que tu t'occupes de faire peut-être un changement d'huile sur ton char, puis là, ça spin. Là, ça peut venir angoissant parce que là, tu prévois, t'anticipes des choses qui ne sont pas arrivées. Puis souvent, ben, il y a quelques façons de le régler avec le moment présent, si on veut. Je sais que j'ai une amie qui, elle s'est fait tatouer une encre, juste pour s'ancrer dans le moment présent. Quand elle part un peu dans ses pensées, c'était quelqu'un plus anxieux à ce moment-là. C'est juste se ramener là, que, OK, là, présentement, je suis en train d'enregistrer un podcast avec Ben, je suis assis là. Fait que ce qui va se passer tantôt, je ne le sais pas, puis ce qui s'est passé avant, ben, je suis obligé de le laisser derrière. C'est dur pour quelqu'un que son cerveau, lui, anticipe tout le temps et qu'il a la peur d'avoir peur de fonctionner normalement, si on veut, ou dans des standards où le gars, ça ne jouera pas sur sa santé. Puis si on ajoute à ça le manque de sommeil, là, tu deviens plus irritable. Ouais. Parce que, veux pas, quand tu n'es pas capable de dormir, tu n'es pas reposé. Donc là, ça fait spinner encore plus la tête. Pensons juste à une soirée, par exemple, une soirée électorale où il faut que tu te couches plus tard parce que tu as suivi tout ça. Ouais. Le lendemain, plus fatigué, plus irritable, moins patient. Puis là, on dirait qu'il y a un problème des fois. Puis imagine, là, on parle d'une soirée, mais quand ça fait une semaine, 2 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an que tu dors mal, ben là, un problème devient plus important, à mon avis, quand tu manques de sommeil. Tu viens que... on dirait que tu ne raisonnes pas nécessairement de la bonne façon. Non, c'est vrai. C'est vrai. Puis c'est drôle, dans les dernières semaines, on a parlé avec une de nos profs en adaptation en milieu de travail, en psychologie, Nancy Jani, pour la saluer. Nous parlait d'une expérience avec 3 groupes de rats. Tu avais un groupe de rats à qui on n'a rien fait. On les a mis dans un bassin. Ils ont nagé environ 80 heures. Ils ont pris un autre groupe de rats, ils ont coupé les moustaches, ils les ont mis dans un bassin. Les rats ont toffé une 12aine de minutes. Okay. Et ce qu'ils ont fait avec le 3e groupe, c'est qu'ils ont coupé les moustaches pour les déstabiliser, sauf qu'on leur a permis de se reposer. Et le groupe C, donc le 3e groupe, a nagé et s'est débattu pendant autant longtemps que le groupe A. Donc le repos fait en sorte que notre stress peut diminuer. Mais si tu te reposes jamais ton stress va partir. Donc un gars comme Joe Drew, qui arrive pour faire 2 matchs de hockey, qui n'a pas dormi depuis 3 jours, c'est sûr et certain que ça ne pouvait plus fonctionner à un bon moment donné. Et qu'il y a des gens comme ça autour de vous, vous allez vous rendre compte, ben bête, lui, tout d'un coup, des fois, il va y avoir des stimulateurs, des stimulants qui vont activer le stress, mais quand le stress reste, c'est pas bon. Tu sais, ça vous est peut-être déjà arrivé après une session que, tu sais, là, t'es sur le gun un peu. Ouais, là, tu tombes malade après. C'est ça. C'est parce que là, t'as plus le stress, mais t'as toutes les hormones qui sont là encore du stress. Donc là, un gars comme Joe Drouin, qui vit de l'anxiété, peux-tu revenir? Oui.
Oui, parce que c'est quelque chose qui se traite. C'est quelque chose qui se traite, c'est quelque chose qui s'apprend. Et j'ai aimé ce qu'il dit justement qu'il apprend à vivre avec ça. Il y a des outils maintenant pour vivre avec ça. Tu sais, tantôt, je parlais du moment présent, c'en est un bien simple, là, mais des fois, il faut comprendre un peu le petit hamster qui spinne. Donc ça, aussitôt qu'il y a de la compréhension là-dedans, aussitôt que c'est ouvert, c'est une grosse étape, je pense, de faire « Regarde, c'est ça que j'avais, gang. Moi, je suis prêt à passer à la prochaine étape. » Je pense qu'il est capable de revenir. Puis j'y souhaite une solide saison. Parce qu'il y a beaucoup de détracteurs en ce moment, puis d'autres qui sont comme « Ah ouais, mais Drouin, là... » Pas fait fort. J'ai hâte qu'elle mette dedans une couple de fois, mais je pense que oui, ce sera un élément qui sera important aux Canadiens. Je pense bien entouré, le gars bien suivi, le gars bien intentionné va pouvoir aider le CH, ça c'est sûr. Comme sujet, c'est un sujet audacieux, PO, que tu as abordé, c'est-à-dire pas Jonathan Drouin, mais je dirais l'axe de l'anxiété. Mm-hmm. Ce qu'on voit aussi, et sans nommer de nom, là, on voit aussi que dans notre population étudiante, l'anxiété fait de plus en plus partie. Oui. Il y en a qui ont ce problème-là. Souvent, ils sont diagnostiqués. Donc, faut juste... Puis j'ai aimé quand tu parlais de vivre le moment présent, ce qui n'est pas toujours évident dans notre société. Non. Puis je me mets à la place de nos étudiants qui doivent courir pour aller à leurs cours. Ils ont une vie sociale avec les amis. Ils ont le boulot. Ils ont le sport, les autres activités. On ajoute une couche avec les réseaux sociaux, puis là, tu as le regard des autres, ainsi de suite. C'est pas un contexte qui est évident face à cet aspect-là de l'anxiété qui peut survenir. Parce que, est-ce que tu sais si c'est quelque chose qui est... des fois, les gens, quand on parle de dépressifs, là, de gens qui sont en dépression, il y en a qui sont... qui ont, dans le fond, c'est comme un gène, là, si je ne me trompe pas, là, qui ont déjà une prédisposition à ça. Est-ce que tu sais si l'anxiété, ça peut être, c'est quelque chose qui se développe? L'anxiété, oui, se développe. L'anxiété peut mener à des maladies un peu comme la dépression, qu'à un bon moment donné, là, c'est sûr que... parce qu'une dépression, c'est vraiment une maladie, là. C'est pas le gars, il file pas puis il fait juste pleurer. C'est vraiment dans le cerveau, il se passe quelque chose. Là, écoute, je suis pas psychologue, mais je sais que normalement, c'est vraiment une maladie mentale. L'anxiété, selon moi, peut y mener parce qu'à un bon moment donné, c'est sûr qu'être tout le temps stressé comme ça, surstressé par-dessus surstressé, ça devient très difficile. Mais oui, je crois que c'est quelque chose qui peut se développer, surtout quand on a autant de stresseurs un peu à gauche, à droite. Il y a des nouveaux aussi qui sont arrivés au cégep cette année. Il y a des gens là, qui ont à peine eu une fin de secondaire 4 puis un secondaire 5 sur un ordi, des fois en jouant à PlayStation un peu à gauche. Là, tu tombes au cégep. Ah oui? Faites ça, eux autres! J'ai entendu des choses. Moi, j'étais pas là. Moi, j'étais dans c'est... autre chose. Mais tu sais, c'est sûr que des fois, c'est des grosses marches à faire. Puis prenez conscience de « OK, là, je suis tout le temps stressé, il y a quelque chose qui se parle. » Il y a toujours des ressources. Je pense qu'au cégep, il y en a en masse. Il y en a à l'externe, il y en a dans les CLSC. Appelez les lignes. Tu sais, je sais que tel aide qui est là, tel jeune. Info sociale 811, ça va pas. Puis faites-les. Moi, ça me gêne pas de le dire. J'ai passé par là. J'ai appelé le 811. J'ai été à l'hôpital. Par la suite, j'ai sorti de là. J'ai fait 2 ans de psy. Tu sais, j'ai été suivi en thérapie pendant 2 ans. Je l'ai fini la semaine passée. Puis ça a tellement été bénéfique dans ma vie. Puis j'étais un gars qui a un ego, puis j'étais un bon baraqué, puis j'ai 29 ans, puis je la regrette pas. Puis le regard des autres, il est pas important à ce moment-là, c'est toi. Moi, PO, là, je vais te faire une confidence. Vas-y. Que j'ai pas dit à beaucoup de personnes, puis là, je fais mon commitment, dans le fond, dans le podcast. Mais pendant la pandémie, il fut un temps où j'avais une rage en dedans de moi. J'étais pas endurable. J'arrêtais pas de crier. J'étais pas une bonne personne à ce moment-là. Puis j'ai ressenti le besoin d'aller parler. Quand je te dis que j'étais pas du monde là, dans ma vie personnelle à la maison, c'était pas évident. Disons que ma conjointe a été très patiente. Puis à un moment donné, j'ai pris le téléphone, puis j'ai dit il faut que je parle à quelqu'un. Donc j'avais un contact dans une clinique. Puis là, j'ai dit écoute, t'as-tu quelqu'un à me suggérer parce que j'ai besoin de parler à quelqu'un. Ça a été ma phrase. Puis là, pendant l'été, j'ai fait plusieurs séances, échanger, essayer de placer les choses, essayer de comprendre, juste, entre guillemets, replacer le chakra. Ouais. Puis ça a fait tellement du bien.
Puis je pense que c'est important de dire, puis justement, nous autres, des fois, les gars, puis je suis content que tu l'abordes. Tu vois, moi, j'ai 43 ans. Ben oui. Puis, tu sais, je suis un gars actif, je fais plein de choses. Puis des fois, justement, j'en fais trop. Fait que faut arrêter d'en faire trop à un moment donné, puis revenir sur les bonnes choses, revenir sur son X, rééquilibrer le pH. Moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis d'évacuer certaines choses. Ça m'a permis aussi de voir qu'est-ce qui était de trop dans ma vie. Puis là, c'est là où j'ai pris des décisions. Où ce que j'ai dit, ben là, il faut que j'enlève des choses. J'en ai trop, j'ai des beaux projets en place. Puis il faut que je choisisse les projets que je garde. Parce que, effectivement, des fois, je me sentais pogné. Un peu d'anxiété, un peu de... Là, je trouvais que je n'avais trop. Puis, tu sais, quand tu commences la journée, que tu prends un respire, puis que tu n'es pas capable de relâcher ton respire. Ouais, c'est ça. Fait que je l'ai fait. Puis, écoute, honnêtement, là, avec le bien que ça m'a fait, si je m'aperçois que je suis pour l'échapper ou que j'ai encore cette rage-là qui revient puis que j'ai besoin de l'extérioriser et de le dire, ben je vais reprendre le téléphone puis je vais dire, je vais rappeler mon thérapeute, je vais dire hey, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de te parler parce que ça fait du bien. Ben oui, exactement. Puis je suis content que tu parles aussi de ton expérience puisqu'on vit deux vies qui sont totalement différentes. Puis oui, des fois, ça va vite puis on se pense un peu invincible, hein, surtout quand on est des fois dans un domaine public, tu sais. Pour toi, t'es professeur, on te voit sur les réseaux sociaux, tu t'impliques dans plein de choses. Moi, à ce moment-là, j'étais une personnalité publique, tout ça. Des fois, ça roule beaucoup, puis on pense peu à nous. Puis, c'était un prof de bio au cégep à Saint-Félicien qui me dit ça il y a une dizaine d'années, puis il demandait aux étudiants qui est la personne la plus importante pour vous. Puis là, ma mère, ça, ma cousine, ma soeur, mon chum. Il a dit faux, l'être humain est bâti pour que l'être le plus important pour lui, c'est lui. Tu sais, l'être le plus important pour toi, biologiquement, c'est toi. Puis souvent, dans notre société, on a tendance à vouloir plaire aux autres, faire tout pour les autres, mais moins pour nous. Puis c'est pas égoïste, là. Des fois, de prendre un 15-20 minutes juste pour vous, puis d'être un peu attentif à ça. Comme ça arrive que le stress est physique, comme toi, tu l'as vécu, là. Oups, j'ai une rage. Oups, j'ai une barre. Tu sais, je suis pas capable de respirer. Écoute, ça, c'est un gros signe j'étais physique. Tellement chialeux, là. Non, j'étais tellement chialeux, puis je le sais. Puis là, après ça, là, c'est parce que c'est pas juste de chialer, c'est t'es plus raide, t'es moins... comment je peux dire ça? T'es moins enrobé. Tu sais, moi, je suis capable de dire les choses... je suis capable d'envoyer chier quelqu'un avec le sourire. Oui. Tu comprends? Je m'excuse d'utiliser ce terme-là, là, mais je suis capable d'adresser quelque chose puis que ça passe bien. Mais là, oublie ça, il n'y avait plus de filtre. C'était comme pif, paf, pouf, puis c'est réglé. Alors, c'était pas très agréable. Mais ceci dit, écoute, aujourd'hui, on a parlé d'un sujet, oui, Jonathan Drouin, l'anxiété. On s'est fait quelques confidences. On en a parlé à notre monde. Moi, j'espère que ça va aider nos jeunes. D'ailleurs, si tu es étudiant, si tu vis ces problèmes-là, n'hésite pas à demander de l'aide. Puis je ne veux pas tomber dans le cliché de dire « demande de l'aide ». Non, gêne-toi pas. Écoute, PO l'a fait, puis PO, c'est une vedette au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est connu. Moi, je suis prof, puis j'ai 43 ans, j'ai une famille, puis j'ai demandé de l'aide à un moment donné, puis je ne suis pas gêné de ça, pas 2 secondes. Puis si j'ai à le faire, encore une fois, je vais le faire. Toi, PO, si tu as encore besoin, tu vas le faire. Très certainement. Puis je sais que tous les services sont disponibles. Vous le voyez dans vos agendas. Je pense qu'ils sont là sur Omnivox aussi. Les gens sont là. Je sais qu'on a des gens en travail social ici au Cégep. Exact. Donc, tu sais, gênez-vous pas, comme Ben il dit. C'est pas juste j'ai besoin d'aide. Là. Allez-y, prenez conscience. Puis il n'y a pas de gêne. Les gens sont là, puis sont pros, là, c'est tous des professionnels. Oui. Ils sont là pour ça, autant que le chiro va être là si t'as mal dans le dos. Puis tu sais, au cégep, ils vont vous prendre en charge pour vous démarrer, puis après ça, ils vont vous relayer aussi si vous avez besoin de plus qu'un certain nombre de rencontres, parce que c'est quand même limité ce qu'ils peuvent faire. Oui. Mais c'est à la porte d'entrée. C'est comme après ça, tu vas être capable d'aller ailleurs. Fait que, puis je trouve ça important qu'on en parle, parce que les troubles d'anxiété, là, on entend parler de plus en plus, comme je mentionnais tantôt, auprès de nos étudiants, je parle en général. Puis c'est un phénomène, je pense, qui s'est accentué justement avec le regard des autres, avec les réseaux sociaux, ainsi de suite, puis la comparaison. Donc, écoute, PO, merci d'avoir abordé ce sujet carte blanche. Un plaisir, hein? C'est notre première. Donc, ça commence fort. J'ai hâte de voir quand on va se reparler sur quoi, mais je te mets pas de pression. Alors, je t'annonce que tu as livré. Alors, dans le moment présent, donc, je veux pas te mettre de pression, entre autres, avec le futur. Tu sais, on vient de parler de l'anxiété, il faut être dans le moment futur, nanana.
là, je suis là en train de... Ouais, ben là, j'ai hâte à la prochaine. Ben écoute celle-là, tu vas être heureux, mais merci de l'invitation. Puis c'est super le fun de jaser de sujets comme ça. Puis je pense qu'on va continuer à jaser des fois des sujets positifs, des fois des sujets comme ça où on va raconter des expériences. Mais je pense que c'est tellement une belle plateforme pour ça, le podcast, pour parler de ces choses comme ça. On prend le temps d'en jaser. Fait qu'un gros merci à toi. Merci à toi. Puis juste en terminant, Oui. en fin de semaine, il y a un Grand Prix. Yes! Puis là, toi, dans ton autre podcast avec ton ami, vous faites un épisode. C'est quand, là? C'est ce mardi qu'on va enregistrer, là, mais vous pouvez suivre la page Le Paddock sur Facebook. Puis on a fait un live il y a 2 semaines. Et là, on va sûrement refaire ça en format Zoom là, avec quelques invités. Mais ce mardi, normalement, là, on va revenir sur le Grand Prix de Sochi qui a lieu en fin de semaine. Parfait. Donc, le Paddock sur Facebook la semaine prochaine. Merci, P.O. Merci. La politique, c'est un sport extrême et il faut un début. Hey, pas peureux. Houston, we have a problem. Pour nous parler de politique et d'implication, Clovis Valade. Donc, pour la chronique de cette semaine de notre ami Clovis, je l'accueille dans mon bureau. Comment ça va, Clovis? Ça va bien, toi, Benoît? Ça va très bien. Écoute, c'est quoi? On s'est laissé la semaine dernière sur les élections. D'ailleurs, tu m'as posé une question à laquelle je n'ai pas répondu parce que je me suis aperçu, quand j'ai fait le montage, que tu m'avais posé la question, c'était quoi, moi, ma prédiction? Puis que là, j'ai répondu en te disant que j'étais indécis, mais je t'ai jamais répondu, finalement, sur le résultat de l'élection. Alors, moi, je vais quand même oser, après l'élection, en disant, écoute, je suis un peu surpris parce que je pensais que ça allait être minoritaire conservateur. Mais toi, là, c'est quoi ton opinion? Là? C'est quoi comment tu réagis face au résultat de l'élection de lundi dernier? Bon, mais moi, premièrement, je pense que j'étais assez déçu. Je m'attendais à que ce soit plus mouvementé, que le résultat soit plus incertain. Puis finalement, ça a montré que c'est exactement la même chose. Les libéraux sont encore minoritaires. Ils ont 1 siège de plus. Oui, ça a un petit peu bougé, mais tu sais, j'entendais dire, je pense qu'il y a genre 2-3 des députés qui sont comme nouveaux à la Chambre des communes dans le Parti libéral. Fait tu sais, ça n'a pas vraiment beaucoup bougé. Fait est-ce que ça a vraiment valu tout l'argent? Tu sais, c'est au-dessus de 600 millions de dollars qui ont été mis dans une élection. 612 millions qui ont été 612, dépensés. ouais. C'est énormément d'argent. D'ailleurs, je me dis, pourquoi ça nous a coûté ça? Parce que, tu sais, on s'entend que ça n'a pas de prix, là, la démocratie, d'être capable d'exercer son droit. Sauf que, tu sais, c'est le même portrait, là, c'est la même chose. Puis on n'oublie pas que même s'il est minoritaire, il est élu pour un gouvernement de 4 ans. C'est juste qu'il a voulu faire des élections anticipées. Mais le Parlement, il fonctionnait. Il était capable de faire passer des projets de loi avec le NPD ou le Bloc. Puis même que la gestion de la pandémie, il a réussi à bien le faire, même s'il était minoritaire. Donc, est-ce que ça avait vraiment du sens de partir une élection? C'est comme la question qu'on s'est posée tout le long pendant toute la période électorale. Puis, à la fin, on a eu la réponse. Ça valait peut-être pas la peine. Mais tu sais, en Europe, là, il y a des pays qui sont habitués de travailler avec des gouvernements minoritaires. Ouais. Je sais pas, as-tu écouté la série Borgen sur Netflix? Non, je n'ai pas écouté. Donc, je te résume rapidement, là. C'est que c'est le Danemark dans lequel, dans le fond, le parti est toujours quasiment minoritaire qui se ramasse au pouvoir et il doit composer avec les autres partis pour être capable de faire appliquer leurs lois. Puis là, honnêtement, c'est vraiment une série là, que je te conseille. Ceux qui sont amateurs de politique, ça donne vraiment une perception, premièrement, d'une politique qui est autre chose que ce qu'on vit au Québec, au Canada, puis en Amérique. Ça nous fait voir qu'est-ce qui se passe un peu plus en Europe et un peu cette complexité-là. Puis honnêtement, quand je voyais qu'on avait déjà un gouvernement minoritaire qui fonctionnait et que là, on se retrouve encore, dans le fond, avec le même scénario, ça m'a fait penser un peu à cette série-là en disant, mais là, il n'y aura peut-être pas le choix de composer avec, dans le fond, un gouvernement minoritaire et les autres partis pour être capable d'adopter ces politiques puis faire avancer le pays. Oui, c'est vrai. Puis de plus en plus, le vote est divisé au Canada entre plusieurs partis. Fait que peut-être que l'avenir, ça va être le parti, il va être tout le temps minoritaire. On ne le sait pas, c'est peut-être pour un long bout. Puis tantôt, tu me parlais de l'exemple du Danemark. Mais moi, je me rappelle, j'avais fait un travail dans mon cours de politique sur le Brésil, puis c'était exactement la même chose. Puis c'est un grand pays qui est fédéral aussi. Puis fait que je pense qu'il y a beaucoup de pays qui fonctionnent comme ça.
ils sont capables de faire des alliances pour passer des lois, tout ça. Fait que aussi, ici, au Canada, je suis sûr qu'on serait capable de faire pareil. Puis ça revient un peu à l'enjeu qu'on s'était parlé au dernier podcast par rapport aux jeunes, que je te disais que leur vote n'était pas assez représenté dans notre mode de scrutin. Mais c'était peut-être pas le mode de scrutin, mais le mode de représentation. Que si, à la place que ce soit des sièges qui avantagent toujours les plus gros partis, mais ce soit, mettons, le nombre de pourcentages, ben admettons ici, le NPD, à place d'avoir peut-être un député, ben au Québec, au Québec, à la place d'avoir un député, il y a quand même 10% des votes dans toute la province. Fait que peut-être que le NPD le NPD représenterait mieux le Québec. C'est sûr que le mode du scrutin, il y aurait peut-être une réflexion à faire à ce niveau-là. Quoique, quels seraient les avantages? Parce que, honnêtement, il y aurait une analyse à faire sur est-ce que ça changerait de beaucoup la carte électorale au Canada? Parce que, dans le fond, il ne faut pas oublier que la proportion en fait, l'occupation du territoire au Canada n'est pas le même en Ontario, au Québec et dans les autres provinces. Et ça peut amener peut-être une disparité importante sur certaines provinces qui sont moins populeuses, mais qui sont pas moins importantes parce que veut pas, on a le problème un peu d'avoir un grand pays avec des environnements, des contextes, des structures économiques qui sont totalement différentes, qui font en sorte que ça devient compliqué à gouverner, d'où l'importance d'avoir nos différents paliers de gouvernement. Qu'est-ce que tu penses de la performance des petits partis dans cette élection? Bien, on a vu, moi, quand je pense petit parti, c'est Parti vert. Puis il y a aussi le nouveau parti qui est là depuis 2 ans, le parti de Maxime Bernier, le Parti populaire du Canada, qui est vraiment vraiment plus à droite des partis. Là. Puis on a vu qu'il a vraiment profité de la crise sanitaire pour se faire une place, se faire connaître. Surtout dans l'Ouest, on a vu des fois dans des circonscriptions, il atteignait quasiment le 20%. Là. Fait que c'est énorme. Tous les gens qui votent pour lui. Je pense que les conservateurs sont assez solides dans l'Ouest pour pas que ça les aille trop ébranlés, qu'il y ait une partie, parce que je pense que la partie, il y a une certaine partie des gens qui votent pour le Parti populaire qui viennent du Parti conservateur, mais je pense aussi qu'il y a une donnée importante, c'est qu'il y a beaucoup de personnes de ce parti-là qui n'étaient pas intéressées à la politique avant qu'ils soient interpellés par les mesures sanitaires abusives. Ça, c'est ce que Maxime Bernier dit, le port du masque, liberté d'expression brimée, ça les a interpellés. Puis c'est pour ça qu'ils votent pour ce parti-là, même s'ils ne votaient pas avant. Mais, tu sais, cet esprit de contestation-là, moi, honnêtement, j'ai pas de problème avec les gens qui n'ont pas la même opinion que moi. Je suis capable de la respecter, mais le seul hic que moi j'ai, notamment avec la stratégie à Maxime Bernier et son parti, c'est de transgresser en quelque sorte les règles. Puis quand je dis les règles, là, entendons-nous bien, là, si, par exemple, les carrés rouges, par exemple, quand ils ont sorti pour manifester, on n'était pas en situation de pandémie, puis tu sais, c'était correct que les étudiants à ce moment-là sortent dans les rues puis qu'ils fassent valoir leur opinion. Là où ce que moi j'avais un problème, notamment là-dedans, c'est quand ils commençaient à briser le bien public, à briser des vitres. Tu sais, manifester, allez-y, mais respecter le bien des autres. Mais c'est aussi le fait que toute leur demande, c'est contre en fait, tu sais, c'est scientifique quand même qui nous a dit porter un masque. C'est la santé publique qui nous a dit ça. C'est des experts en santé, des scientifiques. Les vaccins, c'est des personnes expertes dans leur domaine qui les ont fait. Fait que c'est comme s'ils remettaient tout ça en question, tandis que la société est assez consensuelle pour dire que ces gens-là, c'est les meilleures personnes pour faire des vaccins, pour nous dire comment gérer une crise sanitaire. Donc, ça va comme en contre-courant totalement avec ce que la société pense, puis envers les experts puis la science. Fait que c'est un peu normal que tout le monde les regarde en disant « Ben voyons, tu sais, vous êtes des complotistes. » t'sais. Mais ce que j'aime dans ce que tu dis, là, je retiens un bout de ta phrase en disant la société là, quand même consensuelle. En fait, les experts, il y a quand même un certain consensus. Ça me fait... c'est comme la musique à mon oreille parce que, effectivement, on peut avoir un consensus. Puis dans un consensus, souvent, il y a des débats, il y a des échanges. Puis dans le consensus, ça sous-entend aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Puis qu'il y a les deux côtés de la médaille qui sont prises en considération. Puis dans la situation de prise de décision en contexte de pandémie,
le système de décision est plus serré aussi que, par exemple, quand ça va bien, et ainsi de suite. À part ça, à part les petits partis, le Parti vert, tu pensais-tu, est-ce que tu pensais que ça allait faire plus résonance moi, je pense que ça? je pense que le pari à Anna Meeple était assez risqué. Là. Toronto Centre, c'est vraiment très, très, très libéral. Puis, elle est arrivée en 4e place. Mais, en même temps, il y a eu une surprise dans Kitchen Center, je pense, là, en Ontario. Il y a un député qui s'est fait élire là. Elle, son but, Anna Meeple, en se faisant élire dans Toronto Centre, c'était de dire, regardez, le parti vert est capable de gagner en dehors des côtes. Ben là, ils ont réussi ce pari-là, mais elle a perdu son pari de que ce soit elle qui le gagne. Mais en même temps, je pense que la tâche était assez difficile, puis que on a vu que ça a divisé encore plus le parti, que je pense qu'il n'était pas super rassemblé autour de sa chef. Quand j'entendais dire que le parti vert au Québec avait une plateforme qui allait en contradiction avec la plateforme canadienne, Fait que, je pense qu'elle avait beaucoup de contestations autour d'elle dans les décisions qu'elle prenait. Oui, puis la direction de parti, là, c'est pas évident. Parce que souvent, tout dépendant si le parti a de l'argent, si le parti a de l'argent est capable de se payer une permanence pour organiser certaines activités politiques, coordonner justement les positions de parti, consulter aussi les membres, et ça, c'est pas évident à faire. Puis surtout à la grandeur du Canada, là, on parle pas de partis provinciaux dans lesquels, puis même en province, on a de grands territoires à couvrir et l'organisation politique est pas évidente. Donc, pour mobiliser, consulter les gens, être capable de les impliquer dans un... pour gagner une élection, c'est pas évident. Puis imagine, là, actuellement, là, mobiliser les gens aux élections, dans un contexte qui n'est pas évident, on s'entend, là, l'année passée, ça aurait été bien pire qu'aujourd'hui, en fait, que de ce temps-ci, mais c'est quand même pas évident, parce que tu peux pas avoir des rassemblements, tu peux pas serrer des mains, parce que combien de mains tu serres, je me souviens, moi, en 2018, quand je serrais les mains, puis écoute, j'ai jamais attrapé la grippe pendant cette période-là parce que j'appliquais déjà certaines mesures d'hygiène, c'est-à-dire qu'après chaque déplacement, j'avais un système pour me nettoyer les mains avec des lingettes et du désinfectant pour justement éviter soit d'attraper quelque chose de contaminé, mais ça c'était dans ma façon de fonctionner. Mais tu sais, cette expérience-là de terrain, ben tu sais, il y en a qui ne l'ont pas eu. Puis peut-être que si l'exemple que tu me présentes par rapport à Toronto, si la personne en question avait eu la chance de faire plus de terrain, serrer plus des mains, avoir des contacts, ça aurait peut-être été différent. Peut-être, mais je sais qu'elle faisait du porte-à-porte, fait que je pense qu'elle en serrait pas mal. Moi, je pense que par rapport au transport, ce qu'elle a négligé, c'est le transport autour, partout au Canada, de faire une campagne nationale. Mais, par exemple, aussi, ce qu'il faut noter pour le Parti vert, c'est qu'ils sont partis, je pense, de 4% en 2019 à 2,1%, 2% environ en 2021. Donc, ça l'a vraiment baissé. Puis ça, je pense que leur principal intérêt, c'est l'environnement. Mais ça, les plateformes là, des autres partis là, ont tout volet à cette heure. C'est ça. Est-ce qu'ils se sont fait voler? Parce que je comprends qu'il y a certaines années où c'est que les autres partis, il y avait d'autres choses à faire que l'environnement, puis ils ne pensaient pas. Donc là, ça avait vraiment une opposition forte pour l'environnement. Mais est-ce que maintenant, avec le NPD, puis le parti libéral, puis tous les autres partis, en fait, qui ont une partie de leur plateforme qui est faite pour l'environnement, qui est dédiée à l'environnement, est-ce que ça enlève pas leur rôle de protecteur de l'environnement puis d'opposition pour ça? Parce que toutes les oppositions sont devenues des oppositions pour l'environnement, tu sais. Effectivement. Donc, maintenant, là, on a parlé fédéral, on a parlé de l'ensemble du Canada un peu. Sur le plan local, là, comment tu as trouvé les résultats au Québec? Es-tu surpris du résultat du Bloc? Ben moi, je suis content. Je pensais pas que le Bloc ferait autant en début de soirée. On le voyait, c'était 26, 27, peut-être 28. Puis là, finalement, ils ont monté 2 députés au Québec. Donc, je pense qu'avec un gouvernement minoritaire, ça va faire une belle voix aux Québécois, là. Je sais pas si... Je pense... Tu sais, leur pari aussi à Yves-François Blanchet, c'était 40 députés. Bon, ça, on oublie ça. Mais au moins, je pense... Je suis pas certain des résultats, là, mais je pense qu'ils sont plus hauts que les libéraux, tu sais, au Québec, là. Je pense qu'ils ont plus de sièges que les libéraux. Il faudrait vérifier, je suis pas certain, mais je pense que là-dessus, ils ont réussi leur pari. Puis, donc, je fais ça, je pense que ça va faire une belle voix forte pour le Québec à Ottawa.
Je sais que souvent ça fluctue. Des fois, il y avait 50, dans les années 2000, il y avait 54 députés une année. L'autre, après 4 ans, il y avait 10 députés. Là, peut-être ça se stabilise. Puis les Québécois, avec le mouvement nationaliste qui est au Québec, je pense qu'ils comprennent l'intérêt d'avoir un bloc fort. Oui, puis il faut aussi faire attention. Nationalisme ne veut pas dire, veut pas dire séparatiste. Ouais. Donc, et là, c'est un peu, il y a un peu cette confusion-là qui s'installe aussi parce que, les gens sont fiers d'être Québécois, sont fiers aussi, sont fiers aussi de faire partie du Canada, même s'il y a des, comment je veux dire ça, il y a des différences par rapport au pouvoir, par rapport dans le fond, au pouvoir qui nous sont délégués par rapport aux provinces. Et d'ailleurs, c'est un peu ça qui va s'aligner dans les prochaines années, dans la prochaine année. J'ai hâte de voir aussi la prochaine année parce que le gouvernement du Québec va tomber en préélectoral. Donc, la campagne s'annonce vigoureuse et intéressante pour la suite. Donc, Clovis, as-tu d'autres éléments que tu voulais qu'on discute aujourd'hui dans ta chronique? Ben, sinon, il y avait quelque chose de vraiment, je crois, frappant après la fin de l'élection. C'est que Legault, il a perdu son pari. Il avait appuyé le Parti conservateur, puis il a sous-entendu que le Bloc aussi serait une bonne option. Donc, je pense que ce qu'il voulait, c'est un gouvernement conservateur minoritaire avec un Bloc fort au Québec. En y allant dans ce sens-là, il s'est fait le NPD, les Verts, puis les libéraux, il les a traité de centrisme, c'est un peu vrai en même temps, mais là maintenant, il va falloir qu'il deal avec le Parti libéral au pouvoir. Il lui a fait beaucoup de cadeaux, je pense, avant l'élection, là, les garderies, tout ça. Donc là, il y a peut-être le troisième lien qu'on va voir, est-ce que ça va entacher leur relation? Il y a une caricature ce matin que j'ai vue qui m'a fait vraiment rire, qu'en 2019, ils serraient la main, François Legault puis Trudeau, ils se serraient la main, puis ils se félicitaient, puis là, en 2021, c'est un bras de fer. Je pense que ça résume bien la situation. Là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour les prochaines années, cette relation-là. Chose certaine, c'est que la prochaine année, j'ai hâte de voir, mais je ne suis pas inquiet honnêtement pour M. Legault pour répondre à ça. Il a déjà commencé d'ailleurs, parce que veut pas, ce fameux bras de fer-là, c'est pas entre deux individus, ça va être un bras de fer entre les équipes qui sont en place, avec les différents ministres aussi, puis avec les enjeux qui ont à traiter pour le bien de tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier que le Québec en soi a un poids très important dans l'ensemble du Canada. Et c'est la balance du pouvoir, dans le fond, puis on le voit. Là, il y a le NPD dans lequel les libéraux vont être capables de gouverner avec le NPD je ne veux pas dire en concubinage, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais, tu sais, ça va être leurs alliés. Oui, puis quand ça va toucher plus le Bloc, ils vont aller chercher le Bloc comme appui, et ainsi de suite, puis ils vont laisser les conservateurs backbenchers pour justement ne pas empêcher leur façon de faire. Mais j'ai hâte de voir surtout qu'est-ce que les conservateurs vont faire dans un contexte comme ça, parce que O'Toole, lui... il n'a pas fait de gain, là, il n'a pas fait mieux que Scheer. Fait que, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Il passait mieux dans les médias, il a été moins démonisé dans les médias québécois. Donc, à suivre pour le reste. Ouais. Alors, mon ami Clovis, on se reparle, nous, dans à peu près 2 semaines, parce que là, je vais te laisser une pause. Ça fait 2 semaines consécutives. Soufflé, là. Exactement. Donc, merci pour cette chronique. Et on se reparle très prochainement, mon cher ami. Merci, Benoît. Salut. Donc, je savais qu'en ajoutant des chroniqueurs, ça allait nous permettre d'avoir du contenu inédit, du contenu intéressant et pertinent. Donc, merci JP, merci PO et merci Clovis pour vos interventions et l'ajout du contenu. Si vous ne nous suivez pas déjà sur les réseaux sociaux, faites-le sur notre page Facebook Benlala Balado. Bien sûr, l'ensemble de notre contenu est disponible sur benlala.ca. Il ne me reste qu'à vous dire, mesdames et messieurs, ciao, ciao!